Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur ce deuxième épisode du podcast. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet ou d'un terme que j'ai découvert il y a à peine un an en fait. C'est la glottophobie. Alors, est-ce que vous connaissez ce terme? Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà entendu parler de la glottophobie avant d'écouter ce podcast et ce que vous en pensez. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, le dictionnaire Le Robert définit la glottophobie comme une discrimination basée sur certains traits ou certaines caractéristiques linguistiques, notamment les accents. Donc concrètement, la glottophobie, c'est le fait de discriminer une personne à cause de sa façon de parler ou de sa façon de prononcer une langue. C'est un terme assez récent. Il a été créé en 1998 par Philippe Blanchet, qui est un sociolinguiste et professeur français. Donc dans glottophobie, on retrouve le mot phobie, qui signifie peur, la peur de l'autre, qui donc nous pousse à rejeter, exclure ou discriminer une autre personne parce qu'on juge sa façon de parler inférieure ou incorrecte. Si je prends un exemple concret en France, il n'y a pas un seul accent français. On ne peut pas parler de l'accent français parce qu'il y a une multitude d'accents en fonction des régions. Mais tous les accents ne sont pas logés à la même enseigne. Être logé à la même enseigne, ça veut dire être traité de la même façon. Donc, quand je dis que tous les accents ne sont pas logés à la même enseigne, ça veut dire que, par exemple, un accent du sud de la France, prenons un accent marseillais, n'est pas logé à la même enseigne qu'un accent parisien. Parce qu'il y a cette idée très répandue. Donc, répandue, ça veut dire commun, courant, que l'accent de Paris est le meilleur accent, l'accent standard. On va voir plus tard dans le podcast d'où vient cette idée. La glottophobie, c'est aussi discriminer les dialectes ou les langues régionales qui sont considérées comme inférieures à la langue nationale. En France, on a plusieurs langues régionales. Donc par exemple le breton en Bretagne, le corse, l'alsacien ou encore si je prends l'exemple de la Martinique, d'où je viens, on a le créole comme deuxième langue. Donc, je ne connaissais pas le mot glottophobie avant l'année dernière, mais j'étais quand même consciente qu'il y avait des discriminations envers le créole, par exemple, ma deuxième langue. Quand j'étais plus jeune, ma mère ne voulait pas que je parle créole parce que, selon elle, ça m'aurait empêché de parler correctement français et elle jugeait que la maîtrise du français était plus importante. Donc aujourd'hui, en tant qu'adulte, je comprends parfaitement le créole et je peux aussi le parler, mais je ne le fais quasiment jamais parce que ce n'est pas du tout naturel pour moi. Voilà un peu pour la définition de la glottophobie. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais parler des points suivants. Le premier point, quelle est l'origine de la glottophobie? Ensuite, la situation actuelle en France. Et enfin, j'aimerais parler de mon expérience personnelle qui renvoie à une question importante qui est-ce que quand notre accent est jugé inférieur, est-ce qu'il faut le changer pour s'intégrer? Et enfin, on pourra continuer le sujet dans les commentaires
parce que je suis curieuse de savoir comment est la situation dans votre pays avec les accents, les dialectes et les langues régionales. J'imagine bien que la glottophobie n'est pas un phénomène purement français et qu'elle existe dans la plupart des pays. Il y a toujours la notion d'accent standard ou de langue de référence, mais faisons un petit retour en arrière dans l'histoire de France pour comprendre un peu l'origine du phénomène. Donc avant le XVIIIe siècle, la question d'un français standard ou d'un français sans accent n'existait pas, parce que le royaume de France était constitué de plusieurs provinces très différentes, et dans ces provinces, soit on ne parlait pas du tout français, ou alors il existait une autre langue qui cohabitait avec le français. Donc c'était normal pour chaque personne de parler sa langue au quotidien. La seule exigence était d'avoir une langue écrite, et donc ici le français qui pouvait être comprise par tous. Avec cette idée de langue commune est notamment née la célèbre Académie française, que vous connaissez sûrement, et qui était chargée d'élaborer une langue du pouvoir. Et bien sûr, à cette époque, le pouvoir était à Paris, et donc le français était surtout généralisé auprès de l'aristocratie parisienne de l'époque. Un changement majeur a eu lieu à la Révolution française en 1789, qui a permis à la bourgeoisie de prendre la place des aristocrates à Paris, puisque la Révolution a eu lieu principalement dans la capitale. À la suite de la Révolution, il y avait une vraie volonté de faire du français un outil pour unifier le pays, c'est-à-dire pour avoir un pays avec une seule et même langue. L'utilisation des autres langues régionales a donc commencé à être interdite et notamment dans les écoles, il y avait des punitions très sévères si un élève parlait sa langue locale et pas le français. Les professeurs se moquaient beaucoup des élèves qui parlaient d'autres langues et ils encourageaient aussi les autres élèves à se moquer. J'écoutais un podcast sur le sujet sur France Culture et il y avait une personne qui racontait que sa grand-mère, qui venait de Marseille, donc elle parlait comme langue locale le provençal. Une fois à l'école, elle a reçu comme punition, ou je dirais même humiliation, pour avoir osé parler le provençal, on lui a mis la tête dans les toilettes en lui disant comme ça, tu sauras ce que c'est d'avoir de la merde dans la bouche. Donc je ne sais pas si je dois expliquer le mot merde ou si c'est compréhensible, mais voilà, la merde, c'est ce que vous trouvez dans les toilettes. Donc ici, c'était une métaphore pour parler du provençal. On voit bien donc que l'école a été un moyen d'imposer l'utilisation stricte du français sur tout le territoire. Mais c'est aussi comme ça que les différents accents français sont nés. Parce que par exemple, les Bretons de Bretagne qui ont été obligés d'abandonner leur langue pour parler français ont appris à le parler avec l'influence de leur langue maternelle. Ils parlaient donc français avec un accent breton. Si on prend le cas de la Martinique, les gens à l'époque ont appris le français avec l'influence du créole. Donc on peut dire qu'il y a un français avec un accent martiniquais. Je me rends bien compte que mon historique est un peu long, mais j'espère intéressant. J'ai presque fini, donc restez bien avec moi. Jusque-là, dans l'histoire, la priorité était la généralisation du français sur le territoire et personne ne se souciait des accents. C'était pas important si on avait un accent quand on parlait français.
C'est seulement à partir des années 1970 que les différents accents ont commencé à être stigmatisés. Stigmatisés, c'est-à-dire qu'on va leur coller une étiquette. Par exemple, l'accent provençal était considéré comme pas sérieux et réservé à certains domaines comme l'humour, par exemple. Donc, ces stigmatisations ont créé des discriminations, notamment sur le marché du travail. Toutes les personnes qui ne parlaient pas avec l'accent standard parisien avaient des difficultés à trouver du travail dans les médias, par exemple. Je pense qu'à l'époque, c'était presque impossible de devenir journaliste à la radio ou à la télé avec un accent du sud ou du nord de la France. Et quelle est la situation aujourd'hui? Bon, elle n'a pas beaucoup changé. Elle est peut-être un peu plus cachée, c'est-à-dire moins visible. Ce n'est plus possible de dire à une personne qu'elle n'aura pas un travail à cause de son accent, par exemple, mais dans la réalité, il y a encore des discriminations. Surtout si ce sont des emplois où on doit souvent parler en public ou alors où on rencontre beaucoup de personnes. Il y a 2 ans, en 2020, une loi a été votée contre la glottophobie, donc pour la reconnaître comme une discrimination, au même titre que les discriminations sur l'âge, sur l'orientation sexuelle ou là encore la religion, etc. C'est un progrès, c'est certain, mais je pense qu'il est difficile de prouver qu'on a été victime d'une discrimination à cause de son accent. Il y a eu un récent sondage qui a montré qu'un Français sur deux, donc la moitié des Français, parle avec un accent. Et plus d'un quart des Français disent subir des moqueries ou des discriminations à cause de leur accent. Et ça dans des domaines très différents. Par exemple, la recherche d'un logement, des examens oraux ou même lors d'entretiens d'embauche. Donc l'entretien d'embauche, c'est le rendez-vous que vous avez avec un recruteur lorsque vous cherchez un travail. Un quart des Français, ça fait quand même plus de 15 millions de personnes à subir des moqueries, à être discriminées. Donc, ça fait beaucoup de monde et ça me fait me poser la question, est-ce qu'il faut changer son accent pour obtenir un travail ou pour avoir plus de chances de s'intégrer dans la société? Qu'en pensez-vous? Je vais prendre mon expérience personnelle pour essayer de répondre à cette question. Donc, comme vous le savez, je viens de la Martinique. J'ai donc grandi en parlant français avec un accent martiniquais. L'accent martiniquais ou les accents des îles en général ne sont pas placés au sommet ou tout en haut de la hiérarchie des accents français. C'est plutôt le contraire. Ils sont souvent jugés comme pas sérieux, chantants, c'est-à-dire que les gens disent souvent qu'on chante quand on parle et aussi qu'on parle très lentement. Et il y a aussi le cliché qui accompagne les personnes et les accents des îles, c'est qu'on ne travaille pas beaucoup, on est fainéant. Donc une personne qui est fainéante, c'est une personne qui ne veut rien faire. Vous connaissez peut-être le synonyme avec le mot paresseux, qui est aussi cet animal d'Amérique du Sud qui est très lent. Et enfin, le dernier cliché très populaire est qu'on passe toutes nos journées à la plage. Il y a peut-être un peu de jalousie dans ce dernier cliché, parce qu'honnêtement, maintenant, après avoir passé plusieurs années en Europe,
j'aimerais bien passer toutes mes journées à la plage si je pouvais. Avant d'arriver en France pour mes études, je ne savais pas que j'avais un accent. Parce qu'en Martinique, tout le monde parlait comme moi, donc pour moi, c'était normal. Mais je m'en suis rendu compte très vite parce que les gens me disaient souvent: Ah, c'est drôle comment tu prononces ce mot, ou alors ils essayaient d'imiter ma façon de parler. Honnêtement, c'est pas très agréable. Même si les gens ne le faisaient pas avec de mauvaises intentions, ce n'est jamais très drôle quand les autres se moquent de nous. Je pense que petit à petit, j'ai perdu mon accent, alors un peu volontairement pour être acceptée et aussi par instinct de survie, mais aussi de manière inconsciente parce que ça fait 10 ans que je n'habite plus en Martinique et que j'ai appris plusieurs autres langues qui ont influencé un peu ma façon de parler. Donc, pour revenir à ma question, est-ce qu'il faut changer son accent? Je dirais oui et non. Pourquoi oui? Dans mon cas personnel, parce que ça m'a rendu la vie plus facile et que malheureusement, on vit dans une société où les discriminations existent, qu'elles soient visibles ou invisibles. Par exemple, j'ai été aussi recruteuse, donc c'est un métier où on parle toute la journée avec plusieurs candidats qui cherchent du travail et je ne suis pas sûre que j'aurais eu ce travail si j'avais gardé un accent très fort. Mais pourquoi non aussi? Parce que je reste très admirative des personnes qui ont fait le choix de garder leur accent, qui ont été plus forts que les moqueries, parce que ça demande beaucoup de courage et que au final, on ne devrait pas avoir à se changer pour être accepté par les autres. En plus, maintenant, en tant que professeur de français, j'ai entendu des centaines d'élèves parler français avec des accents différents et je me rends compte que ce n'est pas grave d'avoir un accent, ce n'est pas un problème. Ça ne change pas notre identité, ça ne change pas notre niveau d'intelligence. Ça montre juste que chaque personne est différente, chaque personne a une histoire et une culture différentes. Voilà, j'espère que la glottophobie, c'était un sujet intéressant pour vous. Dites-moi si vous avez un accent particulier dans votre langue et est-ce que votre accent est jugé négativement ou alors positivement dans votre pays. Je vous dis à bientôt dans le prochain podcast.